Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. FAQ, petite FAQ des familles en détente, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez été nombreux à me poser des questions après la victoire du Barça contre Bilbao en Supercoupe. On va rejoindre le Real Madrid comme vous avez pu le voir, donc il y a pas mal de questions. On va essayer de faire ça tranquillement. Je vais essayer de prendre un match de questions. Je vais essayer d'être le plus clair possible. On y va, c'est parti. Première question qui n'est pas une question donc de Clo-Clo qui dit je ne suis pas satisfaite de la performance de l'équipe. Trop de déchets techniques. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques. Après, comme je l'ai démontré dans l'analyse d'hier, eh bien, principalement un personnage de ce match-là qui a été assez catastrophique dans la qualité technique et dans la conservation de balles. Ce qui n'a pas aidé. Ce qui n'a pas aidé à garder la balle, à sortir proprement la balle, tout ça. C'est comme ça. Maintenant, on savait que contre Bilbao, ça allait être compliqué. C'est une équipe qui met beaucoup d'agressivité et qui presse très haut, qui va nous déranger dans les sorties de balle. Donc évidemment, ça va être moins précis, ça va être un petit peu plus compliqué, tout ça. Rien de très surprenant en soi. Maintenant, c'est vrai que il n'y a pas eu cette qualité vraiment au-dessus des autres pour pouvoir sortir sans se dire qu'on va galérer, on va perdre la balle. J'ai pas envie de tomber encore sur Lewandowski, mais vous avez vu, si vous avez vu mon analyse hier, vous savez que Lewandowski n'a clairement pas aidé dans ce domaine-là, en tout cas. Ni dans la finition d'ailleurs. Ensuite, question de Dave le D. Je vous conseille d'aller vous abonner à Dave le D, les amis, c'est le frérot. Très bonne chaîne. Très qualitative. Il est en train de grimper, les amis, il est en train de percer sur YouTube. Je vous raconte même pas l'histoire. Donc Dave le D qui nous dit comment juger un match de Rafinha sans les buts. Eh bien comme d'habitude, Dave. C'est une très bonne question, mais bon, voilà, c'est comment juger sans les stats. Sans les stats de buts et de passes décisives, on va dire plutôt. C'est un peu la même chose pour Pedri, même si Pedri, évidemment, il est tellement fort que bon, j'imagine que ça ne passe pas inaperçu. C'est vrai que Rafinha, c'est un joueur assez complet, on va dire, dans le sens où c'est un joueur qui met beaucoup d'agressivité, qui défend et qui envoie. Il envoie du pâté pendant 90 minutes, il arrête jamais de courir. Donc déjà, ça c'est important, mais ça ne rentre pas dans les stats de but ou de passes décisives, évidemment. Les appels de balles aussi. Évidemment, les appels constants pour prendre la profondeur, pour libérer les espaces pour ses coéquipiers, tout ça, ce n'est pas compté non plus dans la note. On va dire, ouais, Rafinha, enfin dans la note, vous m'avez compris, mais dans le jugement de Rafinha. Rafinha va louper, évidemment, c'est ce qu'il a fait contre Bilbao, il a loupé énormément disons des grosses occasions plutôt. Donc on peut être déçu, on peut dire oui, Rafinha peut-être a fait un mauvais match dans la finition. Maintenant ça veut pas dire qu'il a pas été utile dans tout le reste. Moi je l'ai montré dans l'analyse aussi hier. Ce qui fait Rafinha par exemple sur le premier but, c'est très très bien, c'est fondamental, j'avais dit mais j'ai pas d'autres mots. Mais s'il fait pas ce petit crochet, ce petit dribble pour se ramener la balle elle est perdue ou elle passe pas et peut-être qu'on marque pas. L'action est très différente et au lieu de se dépêcher, de se précipiter, il va faire ce petit râteau, ce petit truc pour se ramener le ballon, esquiver le tacle du joueur, lancer Pedri lancer Pedri qui lance Baldé qui passe pour Gavi. Donc voilà, c'est être décisif, tu vois. C'est comme ça qu'on juge les joueurs pour moi, enfin selon moi, et j'imagine que pour toi c'est un peu la même chose, mais il faut pas s'arrêter aux stats, ça serait tellement réducteur. Imaginez Pedri qui donne des caviar sur caviar et qui voit les attaquants ne pas marquer sur ses passes. Pauvre Pedri. On dit quoi alors? On dit que Pedri est un mauvais joueur? Et non, Pedri c'est le football. Ensuite on a Amine qui dit Chesney pas foufou, je préfère Peña perso. Je pense qu'on s'arrête aussi aux sorties de balles de Chesney qui sont assez flippantes. Et c'est vrai que c'était pas rassurant. C'était un peu, c'était assez freestyle. Ces sorties de balles, elles étaient très freestyle. Moi je trouvais ça marrant. Bon, sur le coup forcément t'es là, qu'est-ce que tu fais? Tu cries un petit peu. Mais bon, ça a fait un peu de divertissement. Maintenant c'est vrai qu'il est moins rassurant que Peña sur ses sorties, mais il est plus rassurant que Peña sur sa ligne, je trouve. En un match, je l'ai trouvé beaucoup plus rassurant, beaucoup plus serein en fait. Et quand il y avait une frappe, j'étais beaucoup plus serein que quand c'est Peña. C'est difficile à décrire, mais c'était mon ressenti. Ensuite, question de Dimitri qui dit « Salut Café, salut Dimitri, il nous faut des joueurs expérimentés pour gérer la jeunesse massienne, mais qui... » Oh, c'est bizarre dit comme ça, la jeunesse massienne. Bref, passons. Des joueurs expérimentés, on est censé en avoir. Frenkie de Jong, Inigo Martinez, en défense. Lewandowski, en attaque. Et au cage, Ter Stegen normalement, Chesney. Donc en soi, on a quelques joueurs expérimentés quand même pour gérer cette jeunesse. Maintenant, est-ce qu'ils sont au niveau? Ça, c'est la grande question.
par contre. Enfin, la question, elle est vite vue, hein, clairement. Mais c'est ça. C'est que normalement, cette jeunesse-là, elle est là parce qu'elle est très talentueuse. Mais à côté, tu dois avoir des joueurs expérimentés qui sont les piliers de ton équipe. Logiquement, les piliers de ton équipe sont aux abonnés absents. Mis à part Inigo Martinez, mais c'est un pilier, mais c'est pas un joueur qui est là depuis très longtemps en soi, au Barça. Mais ça reste un joueur expérimenté et un pilier de ton équipe, clairement, cette saison. Clairement. Donc, mis à part Inigo, le reste des joueurs expérimentés sont pas forcément au niveau. Après, est-ce qu'on considère Rafinha comme un joueur expérimenté? Oui, plus ou moins, mais pas autant que les autres normalement. De mon point de vue, quoi. Après, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Ensuite, on a Yous qui dit « Cette victoire peut nous permettre de nous remettre dans le bon chemin ». Exactement, c'était un peu le discours qu'on avait avant le match. On sait qu'en ce moment, c'était un peu plus compliqué. Cette fin d'année 2024, elle était compliquée pour le Barça. Maintenant, il y avait eu des bonnes choses contre l'Atlético Madrid. On espérait se prendre ces bases-là pour essayer de revenir un petit peu, retrouver le chemin de la victoire, quoi, tout simplement. Retrouver un peu de confiance, tout ça. Voilà, on a gagné contre Barbastro, qui était un match un peu trop facile pour juger. Là, contre Bilbao, on a gagné aussi, mais tout n'a pas été parfait, loin de là. Il y a eu quand même pas mal de séquences où c'était pas forcément du football, c'était plus du volley des fois. Séquences où on balançait le ballon, il balançait le ballon, on balançait le ballon. C'était un match de beach volley, quoi. Mais c'est encourageant pour la suite. Psychologiquement, ouais, mentalement, ça fait plaisir. On est encore en finale, ça fait 3 ans d'affilée qu'on est en finale de Supercoupe d'Espagne. C'est bien, il nous faut un petit peu de bonheur dans ce moment un peu de flottement là entre les trucs Olmo, parce que c'est pas fini encore, hein. J'ai vu passer une news là tout à l'heure que la Liga apparemment voudrait annuler l'inscription des tribunaux, enfin revenir là-dessus et annuler l'inscription d'Olmo et Pau Vitor. Je préfère en rire. Ensuite, on a Babsini qui dit « Ce trio du milieu face au Real, faut inclure Olmo ». C'est un sujet intéressant et délicat. Mais il y a peut-être une variante à ce truc-là. Ce serait peut-être de mettre, on en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'on l'a jamais vu ici, on l'a jamais essayé. Mais Dani Olmo en 9, faux 9. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il va assez avoir ce poids pour peser sur les défenses par rapport à Lewandowski? Je ne pense pas, logiquement. Il n'a pas le physique, il n'a pas à s'imposer, il n'est pas agressif, il ne va pas aller jouer de l'épaule avec les défenseurs, ça sera pas le cas. Ça peut être intéressant, ouais. Ça pourrait être intéressant de voir un petit Dani Olmo en faux 9, Casado, Pedri, Gavi au milieu. Je m'en frotte les mains. Je m'en frotte les mains. Après, si je devais choisir un milieu actuellement, je dirais, je mettrais peut-être plus Gavi. On sait que Olmo en ce moment, il n'est pas forcément, sur les derniers matchs, il n'était pas très en forme. Gavi sur les derniers matchs, c'est le retour, quoi. Pour moi, Gavi là, il est bien en ce moment. J'espère que ça va durer, qu'il est vraiment de retour au top et qu'il va pouvoir enchaîner. Mais il est bien en ce moment, Gavi. J'aime ce que je vois. Ensuite, il y a Henri qui dit, t'en parlais dans l'avant-match, que Baldé devait faire des passes en retrait et voilà, but. Après, je parlais pas exactement de ces passes en retrait, mais oui, moi quand j'ai vu le but, je me suis dit, bah tu vois, direct, hein. J'ai dit, je critiquais justement Baldé qui fait jamais ces petites passes en retrait là, parce que ça pourrait apporter du danger, il marque, tu vois, et j'ai dit, j'ai bien fait de parler. Maintenant, à chaque fois que je vais critiquer un joueur, il va peut-être faire une masterclass. Ça serait bien. Je vais passer mon temps à critiquer tout le monde à ce moment-là. Mais Baldé, ce que j'attends, c'est un peu plus la passe en retrait quand il déborde. Parce que là, la passe pour Gavi sur le but, elle est évidente. Il a 2-3 mètres de lui, il lui donne, quoi. C'est assez logique. Moi, ce que j'attends, c'est quand il déborde, qu'il y a beaucoup de monde dans la surface et qu'il y a un mec qui arrive entrée de surface pour demander la balle, qui va être seul et il va faire cette petite passe en retrait là. C'est plutôt celle-là que j'attends de la part de Baldé. Pour l'instant, il l'a pas fait beaucoup, hein, je crois. Je sais pas s'il a fait une fois, mais en tout cas, pas beaucoup. Ensuite, il y a Ibous qui dit Koubarsi, 17 ans, quel joueur. Ouais, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais oui, quel joueur. Koubarsi, 17 ans, monumental, peut-être le meilleur défenseur du Barça, ou en tout cas un des meilleurs actuellement. Vu le niveau d'Inigo, c'est voilà. Mais au niveau du potentiel, je pense que j'ai jamais vu ça personnellement. Un joueur aussi complet et aussi intelligent, aussi bon, avec des performances de haut niveau comme ça, ou même la saison dernière où il a été homme du match en Ligue des Champions, il a pocket Osimhen, tout ça, à 17 ans quoi. J'ai jamais vu ça. Jamais. Parce que Puyol était un grand défenseur, mais c'était avant tout un guerrier sur le terrain. La qualité de passe, les gars, pour ceux qui ont vu jouer Puyol, on va pas se mentir. Pas entre nous les gars. Puyol, c'était des fois tu sentais que il fallait qu'il s'applique, qu'il se concentre à 200% pour faire une passe, tu vois. Koubarsi te fait des relances, j'ai jamais vu ça. Même Piqué il faisait pas ces relances là, hein. Donc Piqué aussi très bon. Koubarsi c'est un peu un mélange des deux quoi, parce qu'il il est très sous-coté dans ce domaine, mais dans les petites fautes intelligentes, dans l'agressivité, dur sur l'homme, Koubarsi il est très sous-coté parce qu'on va voir principalement sa qualité de relance. Et on va dire ouais il relance bien, mais
Non, non. Observez bien sa qualité de défense, son placement, son agressivité aussi sur les joueurs. Franchement, regardez le match la saison dernière, c'est la saison dernière ouais, contre Osimhen, quel joueur. Ensuite il y a Chris Messi qui dit « J'ai l'impression que ce 4-3-3 redonne un nouveau souffle et plus de maîtrise, t'en penses quoi ?» On n'a pas joué en 4-3-3, enfin tout dépend ce que l'on appelle 4-3-3 évidemment. Si tu parles de 4-3-3 en point de basse avec un seul 6 comme on a joué contre l'Atlético Madrid, là c'était pas le cas. Contre Bilbao, on avait un Pedri quand même beaucoup plus bas. La plupart du temps très très bas. Maintenant ça l'empêchait pas forcément de monter comme il fait d'habitude, mais il y a une petite différence par rapport à l'Atlético. Pedri était quand même plus haut contre l'Atlético et on avait vraiment un 4-3-3 avec vraiment Casado seul en 6. Là c'était pas le cas. Pedri redescendait au niveau de Casado, voire même des fois plus bas pour sortir le ballon. On était comme un double pivot quoi. Maintenant j'aimerais revoir ce 4-3-3 qu'on a vu contre l'Atlético Madrid. J'aimerais beaucoup. Ensuite on a Sharin Crossboy qui dit tu la vois comment la finale? Je la vois assez équilibrée hein. Le Real je les vois un petit peu plus en forme que nous. Maintenant c'est vrai que la dernière fois on les a éteints complets 4-0. Donc on va voir. On n'est pas du tout dans la même forme que la dernière fois. Donc peut-être que ça va équilibrer un peu les choses. On revient un petit peu mieux. On est sur le début de la petite montée là, de la remontée un peu. On revient bien. Le Real sont pas trop mal en ce moment. Enfin ça va quoi. Ils sont mieux que peut-être quand on les a affrontés. Quoique c'est à peu près pareil j'ai l'impression. Mais le Real c'est toujours un peu mitigé, ils ont un peu de mal cette saison, mais ils gagnent quand même très souvent, mais c'est pas toujours très flamboyant dans le jeu, hein, on va pas se mentir. Maintenant si le Barça est très en forme, je pense qu'on est favori. Si on est très très en forme, si on a un peu cette puissance là, cette qualité technique, si on est un peu plus précis techniquement, tout ça, je pense qu'on est bien au-dessus. Maintenant, il faudra voir dans quel état se retrouve ce Barça. Ensuite on a CAD qui dit la mentalité de Gavi ne devrait-il pas être un exemple pour nous? Gavi devrait être un exemple pour tout le monde. Gavi, la mentalité Tila, elle est là quoi. C'est un exemple de loyauté, de passion, d'agressivité, de don de soi. Voilà, s'il faut mettre la tête pour tacler, il mettra la tête. C'est un joueur qui donne tout, qui se donne à 3000% sur un terrain. Et certains joueurs devraient en prendre de la graine, ça c'est clair. Même des personnes dans la vie devraient prendre Gavi comme exemple, au niveau de la mentalité du moins. Ensuite on a Alassane qui dit « Salut Café, salut frérot, ne trouves-tu pas que la direction doit pousser De Jong et Lewandowski vers la sortie pour aller chercher Kimmich et Jonathan David pour alléger la masse salariale? Je ne sais pas si on doit aller chercher Kimmich et Jonathan David à la place de Lewandowski et De Jong. Si on enlève Lewandowski, si tu remplaces Lewandowski par Jonathan David, c'est pas non plus l'affaire du siècle. Non pas que j'ai pas envie que Jonathan David vienne au club, mais je suis pas sûr que Jonathan David peut être titulaire indiscutable à la place de Lewandowski. Enfin même si Lewandowski en ce moment il est mauvais, mais il n'a pas ce calibre là pour être titulaire au Barça, je pense pas. Pour moi c'est un joueur de rotation, Jonathan David. S'il venait. Kimmich, bon, il serait potentiellement titulaire. Maintenant, est-ce qu'on a besoin vraiment de Kimmich? Je ne pense pas. Voilà. Donc en fait, non. je trouve pas trop. Maintenant, est-ce qu'on doit pousser De Jong et Lewandowski vers la sortie? Oui, mais pas forcément pour ces joueurs-là, je pense. Voilà, ce n'est que mon avis. Ensuite, il y a Wahab qui dit pourquoi il n'y a pas de but de Iñaki Williams, pourtant c'est De Jong qui lui fait la passe, ou bien le règlement a changé. De Jong fait la passe en retrait, mais elle est contrée. Si tu regardes bien, on l'a vu dans le ralenti quoi, pendant le match, ils ont montré le joueur contre le ballon. Donc en fait, ils considèrent que c'est le joueur qui touche et qui fait la passe à son attaquant qui était hors jeu. C'est pour ça qu'il est hors jeu. On a eu énormément de chance, franchement. Ensuite, on a Luciano qui dit « Jamais Frenkie de Jong va reprendre sa place dans ce milieu de terrain-là. » Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Après, De Jong, s'il revient en forme, il peut faire quelque chose. Mais en termes de profil, je l'ai dit depuis le début de la saison, je pense qu'il n'a pas ce profil pour remplacer Casado. Casado est vraiment indispensable dans le sens où il te faut un 6 comme ça qui est agressif, qui va se concentrer sur la défense, gratter les ballons, récupérer, être là pour boucher les trous, se donner à 100% pour boucher les trous, boucher les espaces. Quand il y a des espaces en défense, c'est lui qui revient. Quand Koundé est trop haut, il va à la place de Koundé. C'est un mec qui se donne au service du collectif. Casado. Et je vous dis Casado, ça pourrait être très bien un autre gars. S'il y avait un gars du même profil, un gars qui se concentrerait sur la défense, tout ça, eh bien, ce gars-là serait indispensable à l'équipe, tu vois. Par exemple, Roméo. Non, je déconne. Vous voyez, un milieu défensif, on n'en avait pas la saison dernière. Enfin, on avait. Casado était là, mais il n'avait pas été utilisé. Mais ce milieu de terrain-là, quand tu as une équipe très offensive et très haute sur le terrain, tu as besoin d'un milieu qui reste là, qui est là pour intercepter les ballons, pour éviter les contre-attaques, qui est là pour faire la petite faute aussi, qui est agressif, qui met un pressing fou, tout ça. Tu as besoin d'un joueur comme ça. Frenkie de Jong ne sera jamais un joueur comme ça. Pedri, bon, est-ce que j'ai besoin de dire Pedri est-ce que j'ai besoin de décrire Pedri? Personne ne peut prendre la place de Pedri, actuellement.
Pour moi, actuellement, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc Pedri est trop important. Et puis après, derrière, il y a soit Olmo, soit Gavi. Olmo, au début de saison, était vraiment bon. Il apportait vraiment quelque chose de différent. Là, il a un coup de moins bien. Peut-être que son histoire avec les tribunaux aussi, ça va pas aider. Mais voilà, puis il y a Gavi qui revient bien. Et pareil, Gavi, tu l'enlèves pas. Franchement, tu l'enlèves pas. Il a cette petite qualité technique. Il a cette agressivité aussi, ce pressing, cette qualité dans le contre-pressing. C'est pour ça que Xavi à l'époque l'avait mis aussi haut sur le terrain. C'est que d'un côté il avait cette qualité technique pour apporter, pour faire des différences haut sur le terrain, et d'un autre côté quand on perdait à la perte de la balle, c'était le premier à faire le contre-pressing et à être très agressif à la perte de balle, quoi. Et c'est pour ça que Xavi l'avait mis là aussi, parce qu'il était utile ici. Et là au milieu c'est un peu pareil, perte de balle, Gavi il se jette comme un chien sur le joueur et c'est plus pratique on va dire pour récupérer les ballons. Ensuite on a Gerbi Mahmoud qui dit que prépare Ancelotti, c'est une très bonne question. On verra ça demain dans l'avant-match. Ensuite on a Barça Nation Live qui dit pour toi Gavi blessé ou juste sorti par précaution. J'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur quand je l'ai vu par terre se tenir le genou. Je vous avoue que là, je suis resté bloqué. J'étais les mains sur la tête comme ça et j'ai pas bougé pendant 1 minute. J'attendais. Après, il s'est relevé, il a dit ça va, mais on connaît. J'étais là en train de l'insulter devant la télé. Je lui ai dit sors de là, gamin. Tu m'as saoulé. Sortez-le de force du terrain. Mettez-lui un coup de pied aux fesses pour qu'il sorte. C'est bon. La dernière fois qu'il s'est blessé, qu'il a voulu rester sur le terrain, il était là. Non, c'est bon, je continue. On connaît l'histoire. Donc franchement, il n'y a pas de non, c'est bon. C'est tu sors, frère. Tu sors, c'est tout. Donc je sais pas. Je pense que ça va, hein. J'ai pas vu de news par rapport à Gavi. J'ai l'impression qu'il est pas forcément blessé, mais ouais, j'avoue que j'ai flippé. Franchement, j'ai flippé. Ensuite, il y a Anas qui dit qu'est-ce qui est en train de se passer avec Ansu Fati. Bah Ansu Fati, qu'est-ce qui est en train de se pascer? C'est que Ansu Fati ne convainc pas. Ne convainc pas le coach, quoi. Je pense que c'est parce que Xavi est raciste. Ah non, merde, c'est plus Xavi. Non, sérieusement, bah il convainc pas, tout simplement. On entendait des choses en début de saison. Il était bon à l'entraînement, je sais pas quoi. Que voulez-vous que je vous dise? Il est apte à jouer et il n'est pas convoqué. Le coach n'a pas du tout confiance en Ansu Fati, c'est tout. Ça va pas plus loin. Il voit ses perfs à l'entraînement, comment il se comporte, peut-être son attitude aussi, j'en sais rien. Il y a l'attitude qui compte avec Flick, on le voit là. L'attitude, elle compte. T'arrives un peu en retard à l'entraînement ou au rassemblement, t'arrives en retard de quelques minutes, tu joues pas, t'es pas titulaire. Donc il y a des trucs où Flick il va être assez inflexible sur certaines choses, sur le comportement, tout ça, sur le retard et tout ça. Donc peut-être qu'avec Ansu Fati, peut-être qu'il aime pas forcément son comportement à l'entraînement, peut-être qu'il est trop nonchalant, trop désintéressé, qu'il paraît pas concerné par le projet, par le truc, je sais pas. Ou peut-être que ses perfs à l'entraînement, elles sont cataclysmiques, que du coup il joue pas. Quand on voit que Gérard Martin y joue par exemple, alors ce n'est pas le même poste du tout, mais quand on voit qu'un joueur comme Gérard Martin y joue et qu'Ansu Fati joue pas, les gars, ça veut dire qu'Ansu Fati à l'entraînement, ça doit pas être joli à voir, hein. Donc pour moi Ansu Fati c'est fini là. Je pense il y a même des chances pour qu'il parte mercato d'hiver, en prêt ou quoi, Girone ou Betis, tu vois, un truc comme ça, mais il y a des chances. En plus on va jouer contre le Betis dans pas longtemps là en Coupe d'Espagne, là mercredi prochain. Petite rencontre entre dirigeants, je pense qu'il y a moyen qu'il parte. Ensuite il y a Louane qui dit Araujo à la Juve, t'en dis quoi? Eh bien, hein. On m'a posé la question dans le live d'avant-match la dernière fois. C'est vrai que c'est un sujet délicat du moment. Maintenant, j'y croyais pas au début et je commence à un peu y croire. Je me dis peut-être que c'est la vérité, peut-être que la Juve ils sont là en train de bosser sur le truc. Maintenant, j'entends parler de la Juve qui nous le prendrait en prêt. On va prêter, sérieusement, on va prêter Ronald Araujo à la Juve. 6 mois, tiens. Non. Ou alors après il y a peut-être achat obligatoire à la fin de la saison, j'en sais rien, mais je sais pas. Maintenant, moi concrètement, je ne retiens pas Ronald. Je ne retiens pas. Lui apparemment, hein, je ne savais pas, mais il est pas trop satisfait de ce que fait la direction. La direction, ils avaient promis un certain salaire, un certain contrat. Ils respectent pas leurs paroles. Donc apparemment, il est pas trop satisfait de ça. Et il serait prêt à partir. Ce que je peux comprendre de son point de vue. La direction, bon, je vais pas encore taper dessus. Je pense qu'ils se ridiculisent assez tout seuls, eux-mêmes. Ils ont pas besoin de moi. Mais c'est vrai que je comprends son point de vue. Si les trucs les paroles ne sont pas respectées, si la direction n'a pas de parole, moi j'aurais réagi de la même façon que lui. Maintenant, j'imagine qu'il aime un peu le club. Il vient pas de la Masia, mais il a été signé très jeune, tout ça. Donc il y a un peu cet amour pour le Barça. Il était fan de Ronaldinho, tu vois. Donc il était fan du Barça de base. Donc c'est pour ça à mon avis, il hésite un peu. Maintenant, moi, mon côté supporter me dit qu'on n'a pas forcément besoin de lui, en fait. Peut-être que certains vont pas le comprendre et certains vont me dire ouais, t'es un ouf, n'importe quoi. Ronald, c'est notre meilleur défenseur. Et je leur répondrai que non. Ce n'est pas mon avis. Pour moi, le meilleur défenseur, c'est Cubarsí. Et de loin, en plus, hein. Vraiment. Cubarsí est à des années-lumière de Ronald Araujo.
Peut-être que c'est fou de dire ça, peut-être que vous allez me dire ouais, t'as un avis catastrophique. Peut-être, mais c'est mon avis. C'est mon avis. Koubarsi est largement plus complet que Ronald. Ronald, c'est un poids sur la défense. C'est un poids dans le sens où il est très fort physiquement, agressif, tout ça, dur sur l'homme, imbattable dans les airs, certes. Quand il va pour plaquer quelqu'un, il est à deux doigts de le laisser en chaise roulante, mais il n'a pas forcément d'intelligence de jeu, de lecture de jeu. QI football et la relance, voilà, moi je relance mieux que lui quoi. J'abuse un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne serai pas contre, point départ. Surtout si ça nous rapporte un peu d'argent, évidemment. Si on le vend 20 millions, les gars, faut arrêter. Faut arrêter. On finit cette FAQ avec Olivier qui dit hola frérot, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir de te voir. Vers un retour en bombe de Gavi, force à toi, régale-nous en 2025, merci pour la force. Eh bien oui, on est sur un retour en force de Gavi, ça fait plaisir, franchement, de le voir comme ça. J'en parlais justement vers la fin de l'année, là, dans les derniers matchs, je disais que Gavi, ça serait bien qu'il monte un petit peu en rythme, parce que pour le moment, c'est pas le Gavi indispensable qu'on avait avant, évidemment. Je disais aussi qu'il fallait qu'il prenne son temps, dans le sens où il avait été inactif pendant 1 an et que dans le haut niveau, t'imagines, tu fais pas de match pendant 1 an, faut du temps après pour revenir un petit peu à 100%, disons. C'est logique. Maintenant, là, sur les derniers matchs, il a été plutôt bon. Contre l'Atlético, il a été bon. Contre Barbastro, il a été bon sur son entrée. Là, contre Bilbao, il a été bon. Top du top. Je suis très satisfait. J'espère qu'il va continuer comme ça parce qu'on a besoin d'un Gavi. C'est notre mascotte, Gavi. C'est le petit chouchou là. C'est le petit bulldog. C'est le chien de garde. Ça fait plaisir. Moi j'ai déjà dit, mais un Gavi à 100%, tu peux toujours le compter avec toi. Et c'est un gars qui va tout donner. Et déjà, de par sa mentalité, ce qu'il transmet aux joueurs, tout ça, et à l'équipe, c'est phénoménal, c'est exceptionnel, quoi. C'est un gars comme ça, t'en as pas deux, quoi. Enfin, si, il y a Casado aussi un petit peu, mais un Casado, il est un peu moins fou que Gavi, quand même. Il est un peu plus mesuré, un peu plus posé, tu vois. Un peu plus tranquille. Gavi, il est possédé sur un terrain de foot. Mais voilà, un mec comme ça, t'en as pas beaucoup, quoi. Et un mec qui se donne autant et qui aime autant le maillot, il va se donner, il va donner sa vie pour le maillot, quoi. Et ça n'a pas de prix. Clairement, ça n'a pas de prix. Surtout que c'est pas juste un mec qui va donner sa vie, c'est un mec en plus de ça qui a énormément de talent, beaucoup de potentiel encore. Je suis très content, j'espère qu'il va tout casser en 2025, tout simplement. Voilà. On va s'arrêter là, les amis. J'ai eu beaucoup de messages aussi beaucoup de messages qui me donnaient de la force, donc je peux pas répondre à tout le monde en vidéo, mais en gros, merci. Merci à tous ceux qui donnent de la force, ça fait plaisir. On démarre 2025 plutôt bien, tranquillement, pour ma part, pour le Barça, avec des victoires, donc on est content. Il y a le Classico en Super Coupe d'Espagne qui arrive, il y a le prochain match milieu de semaine prochaine, mercredi, de Coupe d'Espagne contre le Betis Séville. C'est des matchs qui vont être importants pour la suite, qui vont nous rapprocher de trophées. Là, ce week-end, si on gagne, on a un premier trophée de l'année. Mercredi, si on bat le Betis, on se rapproche un peu plus de la finale de la coupe. Enfin, petit à petit, on avance un petit peu. Donc, c'est bien, c'est positif. Merci à tous pour votre force. Moi, je vais essayer de continuer comme ça et essayer de vous régaler comme je le peux. Merci encore. À demain. Ciao.